Nous allons commencer maintenant. Bienvenue à la série des webinaires Boost, Centre d'appui aux enfants et à la jeunesse. Je m'appelle Daniel Garfinkel et je vais être l'intervenante d'aujourd'hui. Avant de commencer la séance, il y a quelques enjeux administratifs. Ceux qui veulent écouter la présentation en français, cliquez sur le mot Floor en bas à gauche et choisissez Français. Pour voir et suivre la présentation PowerPoint en anglais, cliquez sur le mot Présentation en haut à la gauche de votre écran. Vous pouvez voir les diapositives que je vais montrer. Pour suivre la présentation en français, téléchargez la présentation en français en cliquant sur le mot Document à la droite. N'hésitez pas à télécharger les présentations dans les deux langues, en anglais et le français, en cliquant sur le mot Document à la droite de votre écran. Il y aura une foire aux questions pendant les dernières minutes de ce webinaire. Pour poser une question, écrivez votre message sur le clavardage à droite où ça écrit participant et vous pouvez soumettre votre question à n'importe quel moment pendant le webinaire. Et dans les dernières 3 minutes de la présentation, je vais répondre. Mais nous voudrions savoir combien de personnes qui sont présentes. Ça veut dire, si vous êtes en groupe, incluez la quantité de personnes que vous avez dans votre groupe. Il faut cliquer sur le mot clavardage pour indiquer le numéro de participants de votre groupe. Et si vous êtes en groupe, j'espère que vous pratiquez la distanciation physique. Et nous commencerons notre discussion maintenant. Je suis le privilège aujourd'hui de vous présenter sur cet enjeu. Avant de commencer, je suis l'intervenante qui présente de ma maison en Colombie-Britannique. Je faisais des blagues avec ma famille ce matin. Comment je me sens comme une personnage qui fait leur spectacle de télévision de leur maison. Mon épouse m'avait dit que avant la COVID, je n'avais pas un spectacle de télévision. Mais ce sont les détails qui ne sont pas importants. Maintenant, je vais partager l'écran avec mes diapositives. Voilà. Je vais aborder le thème de le renforcement des compétences pour fournir des traitements fondés à preuve aux enfants, aux jeunes. Et surtout pour les enfants qui ont vécu l'abus vers l'enfant. Je suis le thérapeute au centre d'appui aux enfants et de la jeunesse à Vancouver. Juste pour dire pourquoi cet enjeu est important, d'abord, ça veut dire, dans quelques minutes, je vais vous donner une description de ce que ça veut dire les données probantes. Mais pour le moment, données probantes, ça veut dire que le traitement est effectif, c'est prouvé comme effectif par la recherche et évaluation rigoureuse. Pourquoi c'est important?
Pourquoi se fonder sur des données probantes, surtout au contexte des enfants traumatisés et leurs familles? Nous savons qu'il y a un enjeu élevé pour les enfants et les familles. Les enfants qui ont vécu la maltraitance des enfants, et ils prennent un risque énorme pour divulguer leurs risques. Et nous savons que être maltraité a plusieurs effets avers à la possibilité pour freiner le développement normal et sain dans leur santé mentale et pour les résultats de leur santé pendant le reste de leur vie. Alors, il faut intervenir avec ces enfants et leurs familles dans une manière que nous savons qui est effective pour mitiguer ces résultats négatifs et pour donner cet enfant une vie en santé. Bien qu'il y a ces enjeux élevés pour les enfants, la qualité et l'efficacité dans le traitement vers l'enfant n'étaient pas profondément examinées en comparaison aux autres traitements pour les autres conditions de l'enfance. Par exemple, il y avait pendant les dernières décennies les études qui regardent les traitements pour l'anxiété, la dépression, pour problèmes de comportement. Ces choses ont été étudiées de manière rigoureuse et il y a les traitements fondés sur des données probantes. Aussi, le trauma d'adultes a été examiné de manière rigoureuse pendant les dernières décennies. Mais le trauma de l'enfant a été moins examiné. C'est juste dans les dernières décennies que ça a été examiné. Nous regardons cet enjeu de proche. Ça veut dire pour donner les traitements de trauma pour les enfants et les jeunes. Et les thérapeutes de trauma infantile ont été axés sur les traitements qui soulignent les liens avec leur créativité, leur langage de jeu, en appuyant l'enfant par le jeu de jouer à ce qui est arrivé, et ça peut être utile et effectif pour quelques enfants, mais ça n'était pas étudié par une approche scientifique. Ce que nous avons besoin d'avoir, c'est une examination de ce qui travaille pour les enfants et les jeunes qui étaient traumatisés. Alors, au niveau des pratiques exemplaires dans les traitements des traumatismes chez l'enfant, nous sommes d'accord sur les éléments, les compositions, sur les meilleures pratiques. À la droite, sur la diapositive, il y a une liste de quelques documents qui soulignent la recherche sur les meilleures pratiques pour les enfants qui étaient traumatisés. Et par ces documents, il y a les autres documents dans ce champ. Ce sont les différents facteurs qu'il faut examiner. Alors, les meilleures pratiques doivent être appuyées sur des données probantes parce que il faut s'adapter au stade de développement, il faut comprendre le traumatisme et cela va affecter comment nous abordons le thème du traitement. Je vais parler sur les évidences, sur les traitements
qui sont fondés sur des données probantes. Ils doivent être, il faut comprendre le traumatisme. Dans les dernières années, c'est quelque chose qui est très utilisé, c'est très populaire et je suis inquiétant parce que ça perd un peu de ce que ça veut dire. Et bon, il n'y a pas d'organisation qui va dire qu'il comprend pas ou qui va dire non, on comprend pas le traumatisme. Mais c'est plus de juste signer une liste de vérification. C'est au-delà de cela, c'est au-delà de juste comprendre le trauma au niveau d'individus. Il faut regarder les systèmes, les organismes et comment ils reproduisent le trauma. Le traitement doit s'adapter au stade de développement. Ça veut dire que la manière que nous fournissons le traitement vers un jeune enfant, un enfant qui est un adolescent ou un enfant avec les différents délais de développement. Alors, vous allez écouter sur l'importance d'impliquer les parents et les soignants dans le traitement. Nous savons maintenant qu'en faisant la thérapie quand un enfant individu et juste voir cet enfant sans la participation de leurs parents, de leurs soignantes, ça ne va pas être effectif, ça n'est pas quelque chose recommandé en ce moment et je vais aborder ce thème pendant le webinaire. Et puis, il faut miser sur l'acquisition de compétences avec le parent, l'enfant, et je vais aborder ce thème aussi pendant la présentation. Alors, le premier point, l'évaluation, l'importance d'avoir une évaluation. Le clinicien doit regarder plusieurs facteurs, ce qui est arrivé à cet enfant, qu'est-ce que ça a été la maltraitance des enfants vers cet enfant, les différents domaines. Il faut regarder les risques significants qu'ils doivent aborder et surtout sur les idées suicidaires, ou un dommage, ou la promiscuité, ou la prise de drogue. Et tout cela, c'est important avec le dépistage. Il faut regarder les familles, les soignants qui se trouvent au contexte de cet enfant. Il faut comprendre leur relevance, leur santé mentale, sur histoire. Il faut regarder leur atouts, les atouts de l'enfant, les points forts. Et alors, au sujet de la préparation, c'est la préparation pour changer, mais la préparation plus pratique, ça veut dire l'habilité de la famille de se transporter à un centre, une agence, un organisme pour recevoir la thérapie. Et dans la réalité actuelle, est-ce qu'ils ont la technologie pour participer dans la thérapie virtuelle? Ce sont toutes les questions importantes. Alors, au sujet des traitements fondés sur des données probantes, il y a 3 éléments sur les traitements fondés sur des données. D'abord, c'est la meilleure recherche disponible. Après, les compétences cliniques et l'importance de connaître votre client, leurs caractéristiques, leurs valeurs et le contexte du client. Nous allons commencer avec les meilleures recherches disponibles.
Ça veut dire une évaluation des évidences qui montre que le traitement est effectif. Nous avons besoin d'un traitement fondé sur des données probantes parce que le client a un résultat meilleur. Ça veut dire le client a un traitement mieux en comparaison avec quelqu'un d'autre qui n'a pas reçu de cela. Mais il faut regarder la signification statistique par rapport à la signification clinique au niveau des symptômes de trauma, leur enjeu de comportement avec le parentage. Est-ce que le client est réellement capable de mieux fonctionner avec le traitement? Et ça, c'est la signification statistique. Ils fonctionnent dans une gamme qui est relevante. Ils ont les différentes mémoires, les flashbacks, les cauchemars, les problèmes pour se réguler. Ils luttent dans les différents domaines de leur vie. Les parents ne peuvent pas faire face à cela et ça peut être dans un champ de signification clinique. Alors, nous voulons qu'il progresse dans cela. Nous voudrions voir qu'il y a quelque chose qui est chaque fois mieux. Parfois, ils peuvent être comparés avec les jeunes et les familles qui n'ont pas vécu les mêmes expériences. Aussi, il faut aborder le thème de la validité. Ça veut dire les évidences doivent être applicables au monde réel où nos enfants et familles existent. Est-ce que les données peuvent être dans un milieu à la maison, pas juste à l'hôpital où les traitements étaient développés initialement? Alors, le deuxième facteur, ce sont les compétences cliniques. Le thérapeute doit être qualifié pour réaliser les traitements avec l'enfant. Tout cela doit être là pour réussir un traitement de la manière efficace. Et finalement, et très important, ce sont connaître votre client. Ça veut dire les caractéristiques, les valeurs et le contexte du client, ce qui est important pour lui, leur culture, leur contexte, tout cela doit être bien compris par le clinicien dans une manière pour personnaliser ou pour réaliser ce traitement. Alors, l'échelle d'évaluation scientifique de California Clearinghouse for Evidence-Based Practice, et c'est une ressource très utile. Ce que ça veut dire, le California Clearinghouse, ils ont développé cette échelle d'évaluation qui donne une classification pour les différents traitements. Basée sur la quantité d'évidence, ça veut dire basé sur les preuves qui appuient le traitement. Alors, numéro 1, ça sera bien appuyé. Il y a plusieurs études randomisées, contrôlées, où le traitement a été comparé
Ça veut dire les clientes qui ont reçu le traitement étaient comparées avec les clients qui ont reçu des autres traitements ou qui attendent le traitement. Et il y a une suivi sur comment ces clients, comment ils vont ces clients. Et à long terme, après plusieurs mois et 2 ans. Alors, numéro un, cette classification, ça montre que la effectivité. Numéro deux, quelques études. Trois, peut-être une étude. 4 et 5, une classification de 4 ou 5, ça veut dire s'il y a quelque chose préoccupant sur ce traitement ou quelque chose qui montre que le traitement n'est pas effectif. C'est intéressant parce que la plupart des traitements fournis aux enfants et aux adolescents sur le trauma sont dans la catégorie NR. NR, ça veut dire qu'ils n'avaient pas des études pour évaluer l'effectivité de ce traitement. Et alors, ils ne sont pas notés. Il y a peu de thérapie sur le trauma pour les enfants et adolescents qui est sous numéro 2 et 3. Et en Colombie-Britannique, le centre d'enfants et de la jeunesse, nous avons eu une étude pour l'abus sexuel, pour les programmes sur l'exploitation sexuelle pour ces enfants maltraités dans notre province. Et comme partie de cette évaluation, il y avait comme 30 différents types de thérapies fournies aux enfants et aux adolescents qui ont vécu une maltraitance. Et je pense qu'ils sont dans cette catégorie de ne pas être notés. Alors, nous ne savons pas s'ils sont effectifs. Alors, aux États-Unis, ils ont souligné l'évaluation des thérapies basées sur des faits. Et il y avait beaucoup d'efforts pour, ça veut dire pour capacité pour former les thérapeutes qui travaillaient avec, qui ont un partenariat avec ce centre où ils travaillent beaucoup avec eux, avec les thérapeutes. Et j'ai un lien ici à un rapport émis par l'Alliance de l'enfant et ça veut dire l'Alliance nationale pour les enfants. Et ce document décrit les efforts pour renforcer des capacités, pour avoir un traitement basé sur des faits et sur les résultats de santé mentale pour les enfants qui reçoivent cela. Bon, nous avons ce diagramme et ce rapport nous raconte que les traitements fondés sur des données probantes aident pour réduire le trauma. Les enfants qui étaient étudiés au centre de jeunesse, les enfants qui ont commencé avec le stress post-traumatique, ils ont sorti de cela après, pendant le suivi. Le traitement fondé sur des données probantes, ça améliore plusieurs résultats. Ce traitement est très efficace pour les enfants qui ont les comportements, 68% des enfants qui ont les comportements sexualisés impropres à leur développement, à
78 non plus, après le traitement, ils n'ont plus de problème avec cela. Ces enjeux sont chaque fois mieux. Il y a quelques pourcents vers 50%, de 30%, mais ça veut dire qu'il y a les enfants qui ne font plus face à ces enjeux. Bon, il y a les enfants qui ont une réduction, même si c'est pas un comportement qui arrête tout à fait. Mais ces pourcentages abordent les enfants qui ont terminé d'avoir les symptômes, par exemple, de stress post-traumatique. Alors, voici le lien sur la diapositive de cette étude. Alors, au Canada, dans les dernières années, nous avons ce qui s'appelle le projet Vega Project, dirigé par l'Université de McMaster avec plusieurs experts au champ de la violence entre la famille et le projet Vega, comme partie de leur travail, ils ont réalisé une révision systématique de plusieurs traitements, ça veut dire un examen rigoureux des traitements. Il y a les données, il y a les études, les essais disponibles. Ils donnent les recommandations sur les traitements qui sont considérés comme effectifs. Vega aussi donne les différentes ressources pour la formation des professionnels. Alors, au lieu des recommandations, il y en a deux. La thérapie comportementale et cognitive, TCC axée sur le traumatisme, et l'autre est la thérapie d'interaction parent-enfant. Je vais aborder ces deux thèmes. Ils ont aussi les autres thérapies qui sont pas recommandées. Peut-être ils ont eu peu de personnes à étudier. Ça veut dire très peu d'échantillons où il y avait un préjudice, comment ils ont mené l'étude. Alors, un traitement sans une soignante, sans un parent, ils vont pas recommander la thérapie, le jeu, la musicothérapie, la thérapie EMDR. Mais California Clearinghouse dit qu'il y a plusieurs bonnes études dans ce domaine. Avec les jeunes, il y a quelques problèmes avec la quantité d'échantillons. Alors, voici les différentes choses qui sont pas recommandées. Oh, ça veut dire la TCC à elle seule n'est pas recommandée. Il y a des caractéristiques liées au traitement des traumatismes avec soutien empirique. Je ne vais pas aborder cela, mais n'importe quelle personne qui travaille dans un centre de la jeunesse ou les gérantes des thérapies, les organismes qui fournissent le traitement aux enfants et qui étaient maltraités, les jeunes aux enfants qui étaient maltraités, il y a les directrices utiles, effectives, comment chercher un traitement avec un soutien empirique basé sur des données. Maintenant, je vais parler sur 3 traitements fondés sur des données probantes. Je vais parler sur l'intervention auprès d'enfants et des familles en situation de stress traumatique, thérapie comportementale et cognitive
TCC axé sur le traumatisme et thérapie d'interaction parent-enfant, le PCIT. Alors d'abord, je vais parler sur l'intervention auprès d'enfants et de familles en situation de stress traumatique. Ça veut dire le CFTSI, parfois ça ne traduit pas, mais cette intervention est usée avec les enfants, les adolescents qui ont vécu plusieurs types de traumas, violences sexuelles, les autres désastres que les enfants ont vécu. Spécifiquement, c'était la divulgation au cours des 45 derniers jours, peut-être dans une entrevue. Et bon, le but, c'est d'aborder les facteurs de risque qui peuvent prédire le stress post-traumatique, le TSPT. Ça veut dire, bon, voici les deux facteurs de stress. Par exemple, une intervention précoce conçue pour prévenir l'apparition de TSPT, c'est un traitement bref. Ça a l'intention d'être fourni pendant 4 à 6 séances. Et les sessions sont avec l'enfant et le parent. Le but, c'est accroître la communication entre l'enfant et ses parents, accroître le soutien offert à l'enfant par les personnes soignantes, enseigner les compétences comportementales pour aider l'enfant et la personne soignante à mieux s'adapter avec le trauma. Et aussi, ce traitement évalue la nécessité de fournir un traitement à long terme. Quelques enfants auront besoin de quelque chose à long terme. Par exemple, une thérapie comportementale et cognitive axée sur le traumatisme, particulièrement si leur situation est complexe. Ils ont des symptômes d'anxiété. Bon, ça veut dire les données probantes montrent que les enfants risquent moins de manifester des symptômes de TSPT et d'anxiété en post-traitement et leur suivi effectué après 3 mois. Et ça montre cela à une diminution des TSPT chez le parent aussi. Alors, maintenant, sur la thérapie comportementale et cognitive, la TCC axée sur le traumatisme, c'est vraiment c'est la standard d'or aux États-Unis. Et maintenant, nous voyons une augmentation de ce traitement dans les différents milieux au Canada. Il y a plusieurs centres d'appui pour les enfants et qui donnent ce type de thérapie comportementale et cognitive, la TCC. Bon, mais il y a la possibilité de agrandir ce traitement à travers du Canada. Ça peut être pour les enfants d'âge préscolaire jusqu'à l'adolescence. L'enfant doit se souvenir d'un événement traumatique. Il se souvient d'un événement et ils doivent avoir une épreuve des symptômes ou de la détresse. S'il n'y a pas des symptômes, il n'y a pas la nécessité pour réaliser ce traitement. Il doit avoir une personne soignante, un adulte, un parent et qui participe activement au traitement, une personne qui a un rôle significatif dans la vie de cet enfant. Et il y a plus de 20
essais cliniques randomisés qui montrent que la thérapie comportementale et cognitive TCC est effective. D'abord, c'était développé pour les enfants qui étaient maltraités sexuellement. C'était étudié et c'est appuyé, c'est quelque chose qui est effectif par les différents stades, dans les différents milieux et dans les différentes cultures. Il y a une étude qui a été faite avec les jeunes traumatisés en Afrique centrale. Les objectifs de TCC, c'est réduire les symptômes traumatiques, les impressions de revivre l'événement, les idéations dérangeantes sur la maltraitance, les choses qui sont relationnées à la maltraitance et les sentiments de honte, culpabilité, confusion et tristesse. Le thérapeute, la thérapie doit, le but, c'est améliorer les relations personnes soignantes à enfants et les habiletés d'adaptation pour cet enfant. C'est le TCC est favorisé sur l'acquisition de compétences de vie. Il y a 13 phases qui représentent une tiers de traitement. Il y a d'abord la phase de stabilisation, où il y a le renseignement, et il y a la psychoéducation pour l'enfant, et l'enfant apprend qu'il n'est pas tout seul. Il y a les autres enfants qui ont vécu les traumas similaires avec une réponse similaire. Et de là, l'enfant apprend sur comment réguler leurs sentiments, comment contrôler leurs sentiments. Ils ont du contrôle sur leur habilité de se relaxer pour faire face à cela, pour adapter à cela, pour corriger les différentes pensées. Et tout ce processus que vous voyez à la gauche, l'enfant est exposé pour progressivement apprendre ce qui leur est arrivé. Et les parents, en même temps, apprennent les mêmes habiletés, comment comprendre, relationner avec leur enfant. Ils utilisent ces habiletés, ces compétences. Alors, la deuxième phase, c'est la phase où la narration du traumatisme est partagée par l'enfant, ce qui leur est arrivé. Vous pouvez le faire de différentes manières, écrit avec l'aide de thérapeute. Ça peut être quelque chose d'écrit. Nous avons vu cela avec les chansons. Les enfants qui écrivent, par exemple, une script d'un film par les dessins, par exemple. Et c'est par le développement de cette narration, l'enfant et le thérapeute peut parler comment cet enfant a vécu cette maltraitance, ce qui leur est arrivé. C'est par cette narration que nous pouvons apprendre que l'enfant il blâme à soi-même pour cela, pour le comportement. Alors, c'est quelque chose que nous voyons plusieurs fois. Et dans la dernière stade, c'est une phase d'intégration, de consolidation. Ils peuvent répondre dans une manière utile à cet enfant. Ils peuvent travailler avec l'enfant, quelques compétences de sécurité qu'ils ont sous leur contrôle. Bon,
À gauche, ça veut dire que c'est quelque chose réalisé pendant 6 à 8 sessions. Mais nous savons pour les jeunes qui ont grandi avec le trauma, ils ont peut-être un traitement étendu à 20, 25 traitements jusqu'à 30 sessions. Alors, si le jeune réalise quelques comportements de haut risque, la phase doit, euh, doit incorporer quelques phases sur la sécurité. Il y a de la documentation de référence où vous pouvez apprendre sur la TCC, Accès sur le traumatisme. Le deuxième livre aborde comment ça a été adapté le traitement pour les différentes populations. Il y a les ressources pour la mise en œuvre des enfants qui se trouvent dans les familles d'accueil, comme les familles qui ont une réaction complexe de traumatisme, pour les familles militaires, les enfants ayant des problèmes de comportement d'extériorisation, les enfants qui ont vécu l'exploitation sexuelle. Maintenant, il y a une guide pour les jeunes qui s'identifient comme partie de la communauté LGBTQ. Si vous connaissez pas le TCC Accès sur le traumatisme, je vous encourage de prendre la formation en ligne disponible pour ceux qui ont développé cela. Et ça vous donne les principes, les objectifs et tous les composantes de la TCC Accès sur le traumatisme pour montrer comment les différents facteurs sont utilisés. Alors, la thérapie d'interaction parent-enfant, c'était d'abord pour les jeunes enfants, pour les enfants qui manifestaient des comportements d'extériation perturbateurs et pour améliorer la qualité de la relation parent-enfant et plus récemment, c'est utilisé pour les enfants qui ont vécu un trauma. Et dans quelques minutes, je vais aborder ce thème. L'idée, c'est améliorer cette qualité de la relation parent-enfant et changer les habitudes d'interaction parent-enfant. Il y a une photo en bas à droite de votre écran et ça vous montre comment ça paraît. Alors, nous avons le parent et l'enfant dans une petite chambre et joue avec quelques jouets. Le parent a un microphone auriculaire. Il est en arrière d'un miroir, d'une fenêtre. Et le thérapeute le donne quelques habilités neuves pour faire une progrès, pour apprendre les compétences afin de bâtir une relation. Le parent apprend comment prendre le contrôle en douceur pour avoir plus de confiance pour faire face à quelques comportements défiants que leur enfant montre. Alors, la méthode PCIT est le traitement qui a été le plus étudié et qui se révèle le plus efficace chez les enfants. Et il y a les preuves solides de son efficacité chez les enfants maltraités et leurs personnes soignantes. Il y a de la réduction des symptômes, la réduction du stress parental qui est très influentielle. Comment va cet enfant? Ça réduit aussi la violence physique. Le PCIT était efficace quand il y avait la maltraitance physique vers l'enfant, à la famille, et ça va réduire le risque. Il y a un lien aux matériaux pour apprendre sur ce méthode
sur cette méthode PCIT. Il y a de la formation en ligne qui vous aide pour les enfants traumatisés. Alors, la prochaine diapositive parle des autres traitements associés à des données probantes. Ils sont effectifs, y compris EMDR, l'intégration neuro-émotionnelle par les mouvements oculaires. C'est quelque chose qui préfère plusieurs thérapeutes et quelques entités qui font une révision des thérapies ont dit que le CBT, le TFCBT, doit être le premier, ça veut dire la thérapie comportementale et cognitive TCC axée sur le traumatisme, doit être la première chose, la première thérapie, et après, vous pouvez essayer le EMDR. Il y a aussi la thérapie par exposition prolongée chez les adolescents. Il y a aussi la thérapie comportementale dialectique. Ça peut être pour un adolescent qui se trouve en thérapie, ils ont des comportements de haut risque et c'est un enfant qui a problème, ça veut dire une jeune qui a problème pour se contrôler, ils peuvent bénéficier de TCD. Alors, pour les enfants avec les problèmes, le comportement sexuel problématique, chez les enfants et les adolescents, il y a un lien à un site web, un organisme qui ont développer un traitement associé à des données probantes et les traitements à la droite sont axés sur la relation enfant-parent et la psychothérapie développementale diadique a une histoire compliquée, mais c'était révisé, adapté. Il y a de la recherche sur l'effet indiquant que c'est effectif cette thérapie pour les jeunes enfants qui ont vécu un trauma. Il y a un groupe des parents Connect qui regarde les principes de attachement. C'est utilisé dans quelques centres au Canada, centres pour et aussi les solutions de rechange en TCC pour les familles AFCBT. Ça, c'est pour améliorer la sécurité émotionnelle et physique de cet enfant à la maison et la récurrence de la maltraitance physique. J'ai déjà mentionné qu'il y a chaque fois plus de traitements au Canada. Les thérapeutes veulent utiliser plusieurs thérapies. Alors, les critiques sur les TCC méritent une discussion. Il faudra avoir un dialogue là-dessus. J'ai listé pourquoi les TCC ne sont-elles pas utilisées davantage au Canada. Un point qui a été dit, sont-elles que parfois, ces traitements sont axés sur le stress post-traumatique, le TSPT. Alors, oui, c'est vrai qu'au début, quand il était développé, ces traitements, c'était pour les enfants et les jeunes qui ont vécu le TSPT, mais il y a les réactions cet enfant peut montrer ou ou que c'est trop complexe. Le client est trop complexe. Ils ont des antécédents traumatiques compliqués. C'est assez compliqué. Comment nous pouvons utiliser la thérapie comportementale et cognitive TCC axée sur le traumatisme? Comment vous pouvez avoir une narrative sur le trauma s'il y a plusieurs narrations?
Alors, ce n'est pas adapté. Pardon. Ça veut dire il y a l'adaptation sur les thèmes qu'un enfant, par exemple, pense il ne peut pas faire confiance à quelqu'un. Et cela peut être la narration. Alors, le traitement, il y a euh, la pensée que le traitement est élaboré, évalué en laboratoire, dans un hôpital. Mais maintenant, nous savons que ça a été réalisé dans plusieurs milieux et contextes, dans les différents continents, dans quelques environnements avec peu de ressources. Une autre raison, c'est est-ce que la relation thérapeutique semble secondaire? Ça peut paraître secondaire avec les habiletés, les stratégies enseignées dans la thérapie, mais selon moi, comme thérapeute, je voudrais dire que la relation de thérapie est fondamentale, c'est essentiel. Sans cette relation, ça ne va pas être effectif. Vous n'allez pas être effectif avec votre cliente. Il faut avoir une relation thérapeutique. C'est essentiel, mais c'est pas suffisant pour avoir un changement durable. Il faudra avoir plus d'une relation. Le thérapeute doit être engagé avec le client pour se récupérer de la maltraitance. Et ça doit être basé dans une relation avec le soignant. Une autre préoccupation, et ce que j'avais mentionné avec les antécédents de traumatiques compliqués. Alors, ça doit être fourni dans ces 45 jours après que l'enfant a divulgué cela. Alors, ça doit être dans ces premières 45. Et c'est un enjeu pour plusieurs organismes. Nous ne pouvons pas faire nos références dans une liste d'attente. Il faut acheminer. Nous le faisons par les différents facteurs, par exemple, pour la sévérité de cela, la gravité de cela. Nous ne voulons pas mettre une jeune avec des idées suicidaires dans une liste d'attente. Mais il y a les jeunes qui ont les symptômes moins graves que peut avoir un bénéfice d'avoir une thérapie à court terme. Alors, nous ne voulons pas qu'ils attendent trop de temps pour un traitement. Il y a quelques enjeux, préoccupations sur le coût de formation. Le TTC coûte moins. C'est moins cher que les autres thérapies que j'ai déjà mentionnées. Nous espérons qu'il y aurait quelques professionnels qui peuvent former les thérapeutes dans notre pays. Il y a la préoccupation que ces thérapies sont élaborées aux États-Unis. C'est vrai. Et finalement, il y avait quelques préoccupations que les traitements sont trop stricts, qu'il n'y a aucune place pour la créativité par le thérapeute et quelques thérapeutes ne veulent pas ou ne pensent pas que c'est utile dans leur pratique. Mais c'est quelque chose d'important pour la discuter parce que nous savons que ces thérapies qui sont fondées sur des données probantes, ça peut, il peut avoir quelques enjeux. J'ai vu quelques collègues qui ont fait, par exemple, le TCC. Mais il utilise les arts d'expression pour fournir ces thérapies.
C'est le moyen qu'il utilise, la thérapie de jeu ou la thérapie d'expression. J'ai une liste de plusieurs ressources que j'avais citées pendant cette présentation. En bas, il y a les ressources pour TF, CBT, TCC. Ça sera très relevant pour le faire en ligne ces jours-ci. Le centre où je travaille, nous sommes basés à Vancouver. Nous sommes un centre d'appui aux enfants et adolescents à Vancouver pour aider les enfants à se sentir comme des enfants encore une fois. Il y a plusieurs manières. Voici notre lien de site web, notre lien de Facebook, Twitter. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et maintenant, je vais fermer les diapositives et je suis là pour écouter vos questions. Je dois terminer dans 6 minutes. Il faut conclure à 1 heure. Je vais voir s'il y a quelques questions. Je ne vois pas de questions, mais bienvenue pour poser votre question. Et bien sûr, vous pouvez me rejoindre directement sur les matériaux, sur les renseignements que j'ai partagés aujourd'hui. Jenna, vous pourriez-vous parler sur thérapie de jeu, thérapie des arts? En ce moment, les organismes qui ont regardé les différents types de thérapie n'ont pas trouvé l'évidence que la thérapie artistique peut montrer à sa effectivité pour traiter les enfants et adolescents qui ont vécu maltraitance vers l'enfant. Mais cela dit, ça n'était pas étudié quand même dans une manière pour fournir cette thérapie avec une thérapie TCC. Alors, les personnes qui ont développé la thérapie comportementale et cognitive ont dit qu'ils peuvent combiner cela dans la thérapie comportementale et cognitive. L'enfant peut créer l'art, la thérapie artistique et ça peut être quelque chose qui parle ou qui nous amène à leur narration. Alors, une question sur la participation des parents dans la thérapie infantile. Nous savons que la récupération de trauma est très relationnée avec l'appui que le jeune ou la jeune reçoit de leur famille ou leur soignante. Les jeunes ne peuvent pas faire face à cela sans les soignants. Leur appui, ils sont pas les adultes. Les adultes aussi ont besoin des personnes d'appui dans leur vie. Et s'il n'y a personne, s'il n'y a pas de parents, il n'y a pas de soignants dans leur vie, ils n'ont pas de relation significative. Si le jeune a 18, 19 ans, vous pouvez procéder, mais pour les jeunes, ici, il n'y a pas de relation significante avec une adulte. Cela sera le focus du traitement. Vous ne pouvez pas faire le traitement de TCC jusqu'au moment que cet enfant a une relation de prêt. J'ai quelques questions ici.
Et si le client a 19 ans, est-ce que nous pouvons faire participer les parents avec le permis de l'adolescente, avec le jeune? Le jeune il doit avoir une personne avec laquelle le jeune a une relation, une personne significative. Il y a les autres thérapies axées sur la relation, l'attachement entre le jeune et leurs parents. Ces traitements sont axés sur les parents. Peut-être le jeune ne participe pas, mais vous pouvez m'envoyer un courriel et je pourrai vous donner une réponse là-dessus. Il me reste 1 minute. La dernière question. À part des évidences de bonne qualité, est-ce qu'il y a les autres facteurs avec une approche comme thérapie comportementale et cognitive, TCC, axée sur le traumatisme? Oui, il y a, mais ça dépend de votre évaluation, où il y a les problèmes d'attachement, quelque chose qui déclenche cela. Merci à tous pour votre participation. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez télécharger les diapositives et vous pouvez être en contact avec moi pour en savoir plus. Merci.